Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. C'est avec le même plaisir qu'on vous retrouve chaque matin pour votre matinale informative. Au milieu de cette autre édition, nous parlerons bien sûr de cette information relayée par le service russe des renseignements extérieurs qui fait clairement comprendre que l'Occident prépare des attaques terroristes afin notamment de déstabiliser deux pays africains. Principalement visés, on parle du Centrafrique, du professeur Faustin Archange Touadéra et bien sûr du Mali, le Mali du président Assimi Goïta. Selon bien sûr Sergueï Narishkin, le chef du service russe des renseignements extérieurs, l'Occident observe avec inquiétude l'aspiration croissante des États africains à mener une politique indépendante, à diversifier leurs contacts internationaux et à développer l'intégration régionale. Autant d'informations qui ne surprennent guère au regard des projets funestes portés par l'Occident. À quoi doit-on s'attendre dans les tout prochains jours au regard notamment de cette information révélée par le service russe des renseignements extérieurs? Élément de réponse à suivre dans le cadre de cette émission de For You Matin. Et puis, en deuxième partie, nous irons du côté du du côté du Niger. Nous reviendrons sur la volte-face des États-Unis face à l'intransigeance des nouvelles autorités de la transition en procédant à la suspension de ces programmes d'aide, en demandant entre autres la libération du président déchu Mohamed Bazoum ou encore le retour à l'ordre constitutionnel. Washington s'est clairement mis dans une position délicate du côté de Niamey, un tournant majeur dans la relation entre les États-Unis et le Niger, jusqu'ici son premier allié dans le Sahel. De quoi remettre donc en cause la présence militaire américaine du côté du Niger. Nous en parlerons également dans le cadre de cette émission de For You Matin. Un avenir d'ailleurs qui s'écrit désormais en pointillé de ce côté. Tout ceci, bien sûr, aux côtés de nos invités de ce matin, en présentiel, tout comme, bien sûr, en duplex. Ce matin, nous retrouvons en direct de la Suisse M. Talo qui est avec nous. Je vous rappelle que vous êtes ingénieur réseau, vous êtes également conseiller panafricain, on est habitué de ces plateaux de For You Matin. Bien, le bonjour à vous, Talo. Votre micro est désactivé, M. Talo. Bonjour, M. Guéné. Merci, bonjour à vous. Bonjour à toute l'équipe de For You Media, au PDG de For You Media Africa. Bonjour surtout à nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices qui sont aussi des panélistes, mais des panélistes qui font le gros du boulot parce qu'une fois que nous avons publié, partagé avec eux ici, eh bien, nous sommes persuadés que vous continuez le travail plus loin. Aujourd'hui, j'aimerais dire un grand bonjour spécialement aux ministres de défense des pays, parce que ceux-là, on n'en parle pas assez. Ils font un travail, mais c'est pas qu'ils n'ont pas accès aux médias, mais c'est pas leur boulot non plus. Donc, j'aimerais bien dire un bonjour et félicitations au ministre de la Défense du Mali, le colonel Sadio Kamara, le ministre de la Défense du Burkina Faso, le colonel-major Kassoum Koulibaly, le ministre de la Défense du Niger, j'espère que je ne me trompe pas de nom, c'est Salifou Modi, j'espère que c'est le nouveau, si c'est pas ça, corrigez-moi. Et j'aimerais enfin dire un bonjour particulier au ministre de la Défense de la République centrafricaine. C'est pas parce que je suis de l'Afrique centrale. Jean-Claude Ramon. Pourquoi je dis ça? Parce que le Centrafrique est un pays qui est dont les Occidentaux appelés ONU ont posé un embargo sur les armes. Et donc, privons ce pays-là, la région africaine, de pouvoir se doter en armement, doter ses militaires en armement pour faire face aux terroristes occidentaux. Mais malgré cela, eh bien, ce ministre fait tout son possible pour qu'il y ait cette sécurité là-bas, même si nous savons qu'il y a aussi l'aide des Russes. Mais vous savez, la Russie n'est pas Dieu. La Russie fabrique ses armes, la Russie a des sociétés qui vendent les armes. La Russie n'a pas quelque chose à distribuer tout gratuitement. Il va falloir un moment de l'acheter. Donc, avec le peu, ce ministre fait un travail extraordinaire et nous devons le féliciter. Nous disons bonjour à tous les ministres de l'Intérieur de tous ces pays-là. Je ne connais pas pour l'instant, dorénavant, on va citer leur nom aussi. Et bonjour aux communicants aussi de ces pays-là. Nous avons l'habitude de parler des ministres des Affaires étrangères qu'on connaît, inutile de citer leur nom, ils se connaissent, mais il y a des gens qu'on ne connaît pas qui font du travail. Excellent travail aussi de sensibilisation dans les langues et puis localement. Par exemple, en Centrafrique,
Nous avons le ministre Fidel, Ngwandika Fidel, qui fait un travail d'éveil, il parle en sango. Nous avons d'autres communicants tels que Dr. Trouvé, nous avons Daniel Nzewe, nous avons Kosimanti, qui est un panafricain avec Galaxy, et nous avons surtout le ministre des grands travaux Bidakwe Agbele, qui aussi est un grand panafricain, qui est aux côtés du chef de l'État avec son équipe, qui font un travail remarquable pour aider, tous à contribuer à ce que l'Afrique puisse sortir de sa dépendance avec les Kokuta Stanislas Tuitu, qui travaille avec le ministre des grands travaux. Voilà, et merci. Si je ne vous ai pas cité, c'est pas comme on vous a oublié. On sait que vous tous les ministres, vous travaillez, et nous sommes là pour vous motiver. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes là, quand on vous critique, c'est pour que vous fassiez encore mieux encore. Mais ce n'est pas que on est dans la critique négative. Non. Voilà. Merci. Merci à vous, Talo. Ingénieur réseau, par ailleurs conseiller panafricain, un habitué, je le disais d'ailleurs, de ces plateaux de For You Matin, sur les antennes de For You Media Africa. Nos civilités également ce matin au docteur Sango. Je rappelle que vous êtes politologue internationaliste certifié en langue et culture camerounaise. Voilà, je me retrouve enfin. Bonjour à vous, docteur, et bienvenue. Bonjour mon très cher frère Nguéné, bonjour à Talo, bonjour à la galaxie panafricaniste que j'ai le plaisir de retrouver encore ce matin dans le cadre de cette émission. Alors Talo, selon bien sûr les services secrets russes, ces derniers disent avoir bien sûr obtenu des informations sur des liens des pays occidentaux avec les terroristes du côté du continent africain en vue de préparer des attaques au Mali et en Centrafrique. L'annonce a été faite le 12 octobre dernier du côté de Bakou par Sergueï Naryshkin, le chef du service russe des renseignements extérieurs. La stratégie, elle est simple, Talo. On arme les terroristes en créant un climat d'insécurité pour déstabiliser ces deux pays cités, le Mali et le Centrafrique. Alors, est-ce que vous êtes surpris par cette démarche évoquée jusqu'ici par le service russe des renseignements extérieurs? Je ne suis pas du tout surpris. Ça fait partie de ce que nous avons l'habitude de dire ici, grâce à notre média, For You Media Africa. Je ne suis pas du tout surpris de ce qu'il vient de dire, mais ce qu'il vient de dire confirme, nous, ce que nous avons le plus souvent, c'est des soupçons. Nous avons des soupçons, mais nous avons d'autres informations. Et nous savons que l'Occident ne va jamais laisser, parce que l'Occident ne vit que de vols, de pillages, de crimes, etc. Et nous avons l'habitude de dire, mais ce qu'il vient de dire, ce qu'il a dit le 12 octobre, ça vient confirmer. Et ce qu'il a dit, nous sommes persuadés que ce n'est pas des soupçons. Parce que le service de renseignement extérieur russe, c'est l'un ou alors le plus grand service de renseignement dans le monde. Il faut le savoir. Et c'est qui va le dire? Ce n'est pas n'importe qui, c'est son directeur. Le directeur qui va. Et puis il le dit ouvertement. Ouvertement, ce n'est même pas que c'est une fuite qu'on a dit qu'il aurait dit, mais c'est lui qui a dit directement. Il y a des choses à relever. Première chose, c'est que normalement, ce genre de message, quand ils ont ces informations, normalement, oui. Je pense que normalement, ils devaient communiquer directement, par exemple, au service de renseignement en Centrafrique ou au service de renseignement au Mali, pour leur dire attention, faites attention, parce qu'il y a ça qui se prépare. Et puis après, les autres, maintenant, c'est à eux maintenant de prendre le relais. Ça dit que normalement, ça se passe, si je me trompe, ça se passe en silence. Mais pourquoi est-ce que ils sont obligés, et je suis persuadé qu'ils l'ont fait, ils ont déjà informé d'abord, en secret, avec plus de détails, les services de renseignement de la République centrafricaine, services de renseignement de la République du Mali et d'autres aussi. Mais en plus de cela, ils viennent encore le dire à haute intelligible voix et devant le monde entier. Pourquoi ils le disent ça? Eh bien, très probablement parce qu'ils savent l'importance du panafricanisme. Ils savent que aussi, ce n'est pas que les autres services ne font pas leur boulot, mais par respect de leur déontologie, ces services n'ont peut-être pas l'habitude de dévoiler ces informations-là ou de faire fuiter ces informations-là pour que ça arrive à nous, les panafricanistes, nous les panélistes, nous les leaders qui communiquons et qui osons défier, pas défier, mais défendre notre peuple.
pour que le peuple prenne cette information et le peuple peut se réveiller pour protéger notre patrie, l'Afrique, et aussi les chefs d'État, ces chefs d'État qui sont à la tête de ces États, qui sont en train d'arracher l'indépendance. Donc, c'est pour cela là que très probablement, ils se disent, si on se limite juste à communiquer l'information au niveau de ces services, ces pays, très probablement, ça ne va pas fuiter. Et ils ont vu aussi l'efficacité du travail des panafricains. Je cite en Centrafrique, au Mali, et là au Niger. Comment le peuple se mobilise, le peuple panafricain se mobilise à chaque fois que la France et les Occidentaux essaient de passer à l'étape supérieure, le peuple sort dans la rue. La dernière fois, c'est au Burkina Faso, quand ils ont tenté d'assassiner notre leader, notre président. Le peuple est sorti à la moins d'une heure, le peuple a pris tout le pays pour pouvoir sécuriser le pays. Donc ils se sont dit, les Russes se sont dit, nous allons mettre l'information à la disposition des panafricains en communiquant directement pour que eux, ils puissent mobiliser le peuple. Maintenant, quand on a ce genre d'information, qu'est-ce qu'on doit faire avec? Justement, et là, je vais m'adresser. Ça allait faire l'objet de ma prochaine relance. Puisque vous le dites si bien, Monsieur Tallo, le service russe des renseignements extérieurs ne s'est pas limité uniquement à échanger avec les pays concernés directement, soit le Mali ou encore le Centrafrique, mais en rendant cette information publique, le service voudrait bien sûr attirer l'attention de tout le monde. Maintenant, c'est quoi l'attitude à tenir, notamment vis-à-vis de cette information qui s'avère quand même délicate au regard des dynamiques impulsées aussi bien du côté du Mali que du côté du Centrafrique, aussi bien du côté du président Assimi Goïta que du côté du président professeur Faustin Archange Touadéra. Voilà. Vous savez que comment on appelle là, en justice, je cherche les termes, en justice, la tentative d'un crime et le crime, les deux sont sanctionnés, n'est-ce pas? Le fait déjà que l'information est sortie, ça veut dire qu'on a une tentative de crime en préparation. Et quel est le crime qu'on va en train de préparer à ce moment? C'est ce qu'on appelle l'anticamitisme, l'antizovucotisme. C'est pour cela que c'est très important. Je vous dis, un seul mot peut nous sauver, comme un seul mot sauve les Juifs. Dès qu'il y a un Juif qui est attaqué ou préparation d'attaque contre un Juif, ils disent pas le racisme, ils disent l'antisémitisme pour que tous les Juifs du monde et le monde entier sachent que c'est un Juif qui est attaqué. Et nous devons maintenant nous habituer au terme anticamitisme, antizovucotisme, pour savoir qu'il y a un crime qui est soit fait contre un noir ou un crime qui serait en préparation d'un noir, contre un noir. Quand on a ce genre d'informations, même si on avait les moyens pour se défendre, là, prenons le cas des Juifs, des nouveaux Juifs, même des États-Unis ou de la Russie. Même eux qui ont les moyens militaires pour se défendre, ils ne ferment pas leur bouche. Dès qu'ils ont ce genre d'informations, ils le font en sorte que l'univers, le monde entier puisse écouter pour savoir qu'il y a quelque chose qui se prépare contre eux. Déjà, premièrement, ça va leur donner le droit de riposter. Ils ont les moyens de riposter, mais ça leur permet aussi, en criant haut, de déjouer ça, parce que je pense que les gens, personne ne veut la mort des autres. Parce que quand ça se prépare comme ça, il y aura des morts. C'est des morts, c'est des gens qui vont perdre leur vie. Oui. Donc, en essayant de faire du bruit, pas le bruit, le genre du bruit que le président, l'ex-président Ali Bongo a dit de faire, mais du vrai bruit. Quand les chefs d'État du Centrafrique, du Mali, ont ce genre d'informations, la première des choses qu'ils doivent faire, c'est de pouvoir mobiliser leur population. C'est de pouvoir communiquer partout où ils se trouvent dans le monde. Ils doivent parler, mais au conditionnel. D'abord, ils ont plus de détails que nous. Nous, on a juste un résumé de ce qui est dit. Mais eux, les services de renseignement russes extérieurs, je suis persuadé qu'on leur a donné plus de détails, même certainement avec des noms. Aussi, on leur a donné des noms. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à cet instant-là, quel que soit là où ils se trouvent, ils doivent dire, il y a un tentative de crime anti-kamitisme, anti-zovucotisme qui se prépare contre le Mali et la RCA. Par exemple, le président Touadéra a été hier, je crois, ou avant-hier, au sommet sur l'alimentation en Italie. Ça devait faire partie de son discours hier.
Parce qu'on ne rit pas avec la mort. Hein. C'est pas seulement lui qu'on cherche à tuer, mais on cherche aussi à punir le peuple centrafricain. D'abord, c'est le peuple, parce que s'il est là, c'est parce que le peuple centrafricain a compris, c'est le peuple centrafricain qui le protège. Mais si le peuple centrafricain n'avait pas compris et que le peuple centrafricain n'est pas derrière lui, ils l'auront déjà dégagé depuis. Même avec la présence des Russes, ils l'auraient déjà dégagé depuis. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que chaque occasion, là où il se trouve, il devait dire que nous avons appris, d'après les services de renseignement russes, qui sont des services très sérieux, que l'Occident, en citant, pas seulement l'Occident, la France et les États-Unis seraient en train de préparer, en connivence avec les terroristes, des coups pour aller massacrer notre population, utiliser les mots forts que le monde entier écoute. Ça, il doit le faire, premièrement. Ouais. Et le président du Mali aussi, même si lui, il n'a pas l'habitude de sortir, il doit le faire à chaque fois qu'il prend la parole. Il devait prendre la parole pour le dire. Leur ministre des Affaires étrangères devait convoquer tous les ambassadeurs qui sont dans leur pays et tous les médias possibles et dévoiler l'information. Il devait appeler les ambassadeurs de la France et des États-Unis qui sont dans leur pays et pour leur demander des justifications par rapport à ce qui se passe. En plus, il devait maintenant... Pour sortir, M. Tallo, ce n'est qu'un premier jet. Pour sortir de ce premier jet, Tallo. Oui. Il devait maintenant mobiliser la population jour et nuit en donnant tous les détails que les services secrets russes ont donnés à la population pour que la population sache que la France et les États-Unis sont en train de chercher à nous tuer. On ne rigole pas avec ça. La population doit être alertée. Vous n'alertez pas la population, mais quand ça arrive, la population, vous pensez que c'est la dernière minute que la population va être déstabilisée. Mais le fait de dire maintenant à la population, chaque Français qui passe en Centrafrique est suspect. Chaque Américain qui bouge, même si c'est une ONG, il est suspect. La population va veiller. Et le résultat, c'est quoi? Ce sont ceux-là qui préparent le coup, peut-être qu'ils sont déjà à l'intérieur là. C'est eux-là qui vont être maintenant, la peur va changer de camp. Ils savent qu'une population qui est déchaînée, qu'est-ce que vous allez faire contre une population? Vous avez vu ce qu'a fait la population du Niger? Ils n'ont pas peur. Ils ont voulu envahir la base militaire de l'armée française, lourdement armée, avec des avions de chasse, avec des chars. La population a fait blocus. S'il n'était que l'armée nigérienne qui a fait, dit, ne bougez pas, n'allez pas là-bas. Je vous assure, la population allait entrer là-dedans. Vous avez vu ce que la population a fait contre l'ambassade. L'ambassade de la France au Niger. Vous avez vu ce que la population du Burkina a fait. Touadéra, notre grand frère, notre papa, vous êtes président. Il faut bouger. Assimi Goïta, petit frère, président papa, petit papa. Il faut bouger. Ne prenez pas ces gens à la légère. Ces gens, ce ne sont pas nos amis. Si vous pensez jouer avec la mort à chaque fois parce que vous pensez que peut-être ils vont vous prêter de l'argent. On parle de comme on appelle là, de financement par-ci. Je parle là à Touadéra. Touadéra, je pense, le président Touadéra pense que ces gens-là, peut-être un jour, le FMI, la Banque mondiale, vont débloquer de l'argent suffisant pour qu'ils réalisent ces projets. Mais je peux vous dire au Touadéra que, cher président, très probablement vous vous trompez. Ces gens sont en train de vous manipuler. Ils vous donnent l'espoir. Oui. Et ils laissent le temps passer jusqu'à ce que vous arrivez à la fin de votre mandat. À chaque fois, ils vont donner l'espoir. Petit espoir. Vous pensez que bon, non, bon, je ne vais pas faire des déclarations contre eux parce que bon, je pense qu'on va d'abord prendre l'argent. C'est pas des enfants, c'est de cœur. Hein. Vous pensez pas qu'ils ne comprennent pas ce que vous faites. Hein. Ils comprennent. Merci. Mais ils veulent aller jusqu'à ce que vous vous limitez à ce que vous avez déjà fait, qui est déjà très important en les chassant leurs militaires, qui est déjà très important. On vous félicite. Mais ils veulent vous pousser à ce que on vous donne des petits espoirs comme ça, et jusqu'à la fin, vous ne faites rien. Voilà. Regardez ce que fait le Mali. Regardez ce que fait le Burkina Faso. Voilà. Merci à vous, Tallo. Je reviens notamment avec vous, Dr Sango, sur les propos exacts tenus, bien sûr, par le chef du service russe des renseignements extérieurs. Il dit ceci, je cite, « Ces derniers temps, l'Afrique attire
une attention particulière des États et de leurs alliés. Nous disposons d'informations fiables selon lesquelles les services de renseignement occidentaux travaillent déjà avec des groupes terroristes locaux, les orientant à mener des attaques terroristes et des actes de sabotage contre les infrastructures au Mali et en République centrafricaine, a indiqué donc le chef du service russe des renseignements extérieurs. C'était lors de la 53e édition du Conseil des chefs de services secrets des pays de la communauté des États indépendants tenu du côté de Bakou du 10 au 12 octobre dernier. Alors, vous n'êtes également guère surpris, comme Tallo, de cette stratégie dont on parle. On arme des groupes terroristes, on les amène du moins, on les oriente à mener des attentats, voire des attaques contre des infrastructures avec notamment pour objectif majeur recherché la déstabilisation du Mali, mais également du Centrafrique. Alors, je ne voudrais pas revenir sur la stratégie, mais je voudrais que vous vous exprimiez beaucoup plus, Dr Sango, sur les pays en question qui sont concernés de près par ces manœuvres obscurantistes. Je pense que si l'on s'en tient à la politique politicienne et à l'hétérogénéité des intérêts qui caractérisent les États africains d'un côté et les pays occidentaux de l'autre, ce qui est en train de se passer aujourd'hui ne devrait pas surprendre. Oui. Parce que la bataille de libération est toujours calquée sur cette divergence des intérêts. Les intérêts du continent africain sont diamétralement opposés aux intérêts des pays occidentaux. Oui. Et partant donc de cette logique, les pays occidentaux ne devront jamais baisser les bras pour que le continent africain se libère. Donc aujourd'hui, ces propos du chef du renseignement russe, oui, qui donne un alerte aujourd'hui à un certain nombre de pays africains, témoignent tout simplement le discours que nous faisons ici quotidiennement. Le discours que nous faisons ici quotidiennement qui vise à démontrer que les puissances occidentales, malgré la pression que certains pays africains aujourd'hui, à l'instar du Mali, du Niger, Burkina Faso, exercent à leur égard pour libérer leur territoire, ne le feront pas de manière totale. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que, en réalité, dans cette bataille sécuritaire qui se transforme aujourd'hui à une sorte de confrontation entre le continent africain et le continent européen, les puissances occidentales, les pays africains disposent en quelque sorte d'un avantage comparatif. Cet avantage comparatif qui est lequel? Qui est le fait que les pays africains aujourd'hui disposent d'un bon partenariat sur le plan international qui mettent à leur disposition, n'est-ce pas ici, le renseignement du point de vue, n'est-ce pas ici, c'est-à-dire le renseignement a priori. Oui. Puisque lorsque vous êtes dans une bataille sécuritaire, lorsque vous êtes dans une guerre, le renseignement occupe souvent une place importante et fondamentale. Parce que c'est à partir du renseignement que vous allez vous mobiliser, que vous allez prendre des stratégies et des tactiques en vue de contrecarrer les velléités de déstabilisation de l'adversaire. C'est pourquoi M. Tallo parlait du service des renseignements russes, du service des renseignements extérieurs russes comme étant l'un des plus fiables au monde aujourd'hui. Absolument. Donc aujourd'hui, il faudrait donc que les pays africains capitalisent sur ce renseignement-là. Oui. Parce que les pays africains étaient totalement déstabilisés dans le passé de manière facile parce que les puissances occidentales avaient un renseignement qui n'était presque pas contrecarré par par d'autres puissances. Donc l'irruption de la puissance russe aujourd'hui en Afrique doit être un avantage que les pays africains devraient capitaliser pour essayer de minimiser ce terrorisme qui leur a été imposé par les pays occidentaux. Parce que ce serait un leurre que de penser qu'il y aura fin et éradication du terrorisme. Tant que les intérêts seront divergents sur le plan international, le terrorisme sera toujours ambiant. Ce que les pays africains devront faire, c'est tout simplement amorcer ou alors configurer des rapports de force importants sur le terrain qui feront en sorte que ce rapport de force-là instaure ce que j'appelle souvent une sorte de
d'équilibre de la terreur. Oui. Et c'est cet équilibre de la terreur là qui permettra donc aux pays africains d'amorcer leur processus économique et de se développer. Maintenant, lorsque vous voyez les pays qui ont été qui sont visés par ces manœuvres funestes, entre autres, du bloc occidental, aujourd'hui relayées par le service russe des renseignements extérieurs. Oui, le RCA et le Mali, Oui. principalement. Je pense que les tractations d'une puissance comme la France devraient déjà avertir ces pays-là. Parce que à partir du moment où la France a ciblé le Tchad comme étant sa prochaine destination, cette façon de faire augurait, n'est-ce pas, une sorte de déstabilisation d'un pays comme la RCA aujourd'hui. Parce que la RCA est dans le rétroviseur de la France depuis Mathusalem, ou du moins depuis que le professeur Touadéra a décidé de prendre le magistère de ce pays-là et d'orienter les destinées de son peuple vers les intérêts endogènes. Donc à partir de ce moment-là, la France donc travaille quotidiennement pour essayer d'enlever Touadéra, le mettre de côté pour le remplacer par un certain Bozizé. Vous savez que Bozizé a passé pratiquement 10 ans du côté du Tchad, et à partir du Tchad, il émettait des processus de déstabilisation à la RCA. Donc c'est un projet tellement connu que la RCA aujourd'hui ne devrait pas être surpris. Lorsqu'on voit également le Mali, vous savez que le Mali comme le Tchad sont deux pays du Sahel. À l'époque, on parlait du G5 Sahel. Donc la proximité donc, du Tchad avec le Mali peut permettre à la France, à un pays comme la France et à ses alliés, de déstabiliser le processus, n'est-ce pas, de révolution que Goïta a décidé d'amorcer au sein de ce pays-là, et qui est en train de produire les effets non seulement dans son pays, mais dans la sous-région du G5 Sahel et même dans la grande région de l'Afrique de l'Ouest. Parce que ce qui fait mal aujourd'hui aux puissances occidentales, c'est le fait que certains pays africains ont décidé, n'est-ce pas, de diversifier leur partenariat sur le plan international. De prendre en main leur souveraineté et leur indépendance. Mais aussi et surtout de repenser le processus d'intégration et de régionalisation du continent africain, qui reste du point de vue technique et politologique deux indicateurs importants du décollage économique du continent africain. Voilà trois indicateurs qui font aujourd'hui que la France et ses puissances occidentales ne voient pas d'un bon œil ce qui est en train de se passer. Parce que si cet enjeu, ce projet porté par ces pays africains se matérialise et devient effectif, du coup, les pays occidentaux suffoquent et sombrent dans la misère et la pauvreté. Donc aujourd'hui, moi je pense que cette alerte qui a été donnée en amont aujourd'hui par ce chef de renseignement russe de manière stratégique doit maintenant se transformer à l'intérieur des pays africains sur le plan opérationnel. Il faudrait donc que les pays africains, à travers cette alerte-là, s'organisent, se mobilisent, comme disait Talo, pour essayer, n'est-ce pas ici, de mettre sur pied des actions qui pourront, n'est-ce pas ici, contrecarrer cette tentative et velléité de déstabilisation des puissances occidentales vis-à-vis de leur pays. Ça, c'est de 1. De 2, il faudrait que ces pays-là renforcent le renseignement pour essayer, n'est-ce pas, de trouver les ennemis internes. Parce que cette déstabilisation-là ne pourra jamais se passer sans les ennemis internes. Ces ennemis internes peuvent être dans la population, peuvent être dans le champ politique, peuvent être dans les camps de rébellion, dans les camps terroristes. Donc le véritable travail des pays africains aujourd'hui, c'est d'essayer de déterminer, d'identifier ces ennemis internes qui paraissent aujourd'hui plus redoutables
que les ennemis extérieurs. Mais est-ce que vous avez l'impression que cette mise en garde aujourd'hui interpelle? Parce que c'est vrai que nous n'avons pas de retour précis de la part de ces deux pays que sont le Mali ou encore le Centrafrique. Mais est-ce que vous avez l'impression que de ce côté aujourd'hui on prend au sérieux justement ce que relaie le service russe des renseignements extérieurs? Oui, moi je pense que les pays africains prendraient au sérieux ou alors gagneraient à prendre au sérieux, n'est-ce pas, cette information du chef de renseignement russe, parce que ce n'est pas une information d'une personne ordinaire. Ce n'est pas une information qui vient d'un pays ordinaire. C'est une information qui vient d'un pays qui a montré, n'est-ce pas, ses capacités sur ce domaine-là. Ça vient d'un pays, n'est-ce pas, qui excelle sur le plan militaire et qui réussit les batailles, n'est-ce pas, de libération des pays africains confrontés au terrorisme. Donc aujourd'hui, il est important que ces pays africains, donc comme je disais tantôt, travaillent pour identifier les ennemis internes qui paraissent être plus redoutables aujourd'hui que ne le sont les ennemis extérieurs. Parce que en stratégie, il y a souvent une théorie qui dit que un ennemi qui est à côté de vous est facilement contrôlable, mais un ennemi qui est, n'est-ce pas, hors de vous, non, un ennemi qui est hors de vous est facilement contrôlable, mais celui qui est près de vous est souvent très dangereux. Parce que celui qui est loin peut travailler avec celui qui est à côté de vous pour vous déstabiliser. Il ne viendra jamais lui-même vous déstabiliser. Il utilisera toujours ton frère, ton vis-à-vis pour t'atteindre. Donc, la stratégie des bases arrières que les puissances occidentales ont toujours privilégié pour déstabiliser le continent africain doit être dénoncée par les pays africains. La stratégie de la politique du diviser pour mieux régner, qui consiste, n'est-ce pas ici, à diviser une société, à diviser une population, à monter ton frère contre ta sœur, doit s'arrêter par les pays africains aujourd'hui. Et cela passerait par ce que j'appelle souvent une sorte de prise de conscience dans cette crise de conscience que le continent africain a jusqu'ici orchestrée. Prise de conscience dans cette crise de conscience. Merci à vous, Dr Sango. L'Occident observe donc avec inquiétude l'aspiration croissante des États africains à mener bien sûr une politique indépendante, à diversifier leurs contacts internationaux et à développer l'intégration régionale. Selon bien sûr le chef du service russe des renseignements extérieurs, l'Occident, mené par les États-Unis, perd ses positions dans beaucoup de régions et cherche plus que jamais à restaurer un monde unipolaire. C'est aussi une preuve de plus, Talo Talo, que c'est cet Occident qui arme les groupes armés terroristes sur le continent africain. Oui, une énième preuve, Oui. Qui vient dévoiler en plus de ce que le Mali a dit officiellement. Vous voyez là, ce sont le service de renseignement extérieur russe, ce sont des services officiels, c'est pas nous, c'est pas comme nous là, des gens ou des journalistes qui, voilà. Même des journalistes ont des sources d'informations qui sont très généralement fiables, Monsieur Talo. Non. Mais on ne les dévoile pas, mais on ne dévoile pas nos sources. Voilà, on ne dévoile pas nos sources. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est des services gouvernementaux et des gouvernements. C'est-à-dire que quand vous voyez ces services de renseignement russes, c'est le gouvernement russe qui est en train de parler. Il faut que les gens sachent ça, parce que les gens ne pensent pas que c'est un service de renseignement. Non, c'est le gouvernement, l'État russe qui parle. Quand le ministre des Affaires étrangères du Mali parle en disant « nous avons des preuves », mais c'est l'État malien qui est en train de parler. C'est-à-dire que ce que vient de dire le service de renseignement russe confirme ce que l'État malien, c'est-à-dire ce que l'État russe a dit, confirme ce que l'État malien a dit, nous avons des preuves. Ça confirme tout ce que nous avons entendu. D'abord, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Il y a d'un côté la France qui a dit que c'est eux qui ont formé les militaires, les généraux, les officiers supérieurs du Niger, et donc ils les manipulent mentalement, et donc ils peuvent à tout moment les utiliser pour pouvoir déstabiliser le pays. Ils avaient dit ça. Quelques semaines ou quelques jours après, les États-Unis ont fait pareil. Ils ont fait une déclaration que, encore, les services de renseignement russes nous ont dévoilé en disant qu'ils vont utiliser aussi les officiers africains qu'ils ont formés aux États-Unis pour venir déstabiliser l'Afrique et tuer les chefs d'État un à un, ceux-là qui ont
oser défier, c'est-à-dire prendre l'indépendance de l'Afrique. Et toujours au milieu de ça, c'est la formation. L'information, c'est la même chose. Vous voyez que nous sommes là, c'est-à-dire que ce que nous disons ici, nous appelons toujours les chefs d'État en disant il va falloir revoir notre formation et la panafricanisée de façon afrocentrée. Ça revient toujours sur la table et nous allons toujours les interpeller. Mais ils ont dit quelque chose de très important. Ils parlent de l'intégration régionale. Ils s'attaquent à qui dans ce cas-là? Ils s'attaquent au fait qu'il y a le Liptako Gourma qui s'est mis en place, qui est vraiment totalement indépendant. Ce n'est plus comme la CEDEAO que la France et les États-Unis ont mis en place. Ce n'est pas comme l'Union africaine que eux, c'est eux qui étaient derrière les textes de l'Union africaine. Je peux être très sûr à 99%. Ils ont regardé et ils ont validé. C'est pour cela qu'ils ont mis l'article, je crois c'est l'article 9 ou l'article combien, qui dit que seuls les États qui sont sur le continent peuvent être membres permanents des États-Unis, de l'Union africaine, pour exclure les États tels que Haïti, qui sont des Africains purs de sang, ou alors les prochains États, parce que les États-Unis là, ils vont se disloquer un jour, et nos frères américains noirs vont avoir leur État là-dedans, qu'ils le veulent ou pas. Nous l'avons dit ici, ça va se réaliser, quel que soit le temps. Guadeloupe va prendre son indépendance. Tout ça là. Et donc, en préparation de ça, ils ont mis ça. Donc, le Liptako Gourma, c'est totalement indépendant. Le mécanisme de financement, c'est totalement indépendant. C'est autonome. Ils ont bien vu, ils ont dit que ce qui paye comment? Ils disent que nous allons nous-mêmes payer, c'est-à-dire nous, les États, là, nous allons payer et nous recommander. Mais la mise en garde, c'est contre qui aussi? Mais c'est contre nous. Parce que ce que nous disons ici, là, c'est nous qui poussons les États à aller rapidement. Ce n'est pas nous qui sommes les initiateurs, parce que les initiateurs, c'était déjà les Marcus Garvey qui voulaient déjà les États-Unis d'Afrique depuis la fin du 19e siècle. C'est après les Malcolm X, c'est après les Patrice Lumumba, comment on appelle, le Barthélemy Boganda, les Modibo Keïta, tout cela. Mais nous sommes venus aujourd'hui, notre avantage c'est quoi? Il y a les réseaux sociaux, il y a l'interconnexion du monde. Et les Africains aussi ont accès à l'information à la seconde près. Et ce que nous disons ici, à chaque fois que nous prenons la parole pour dire, créez-nous l'État fédéral d'Afrique maintenant, vous ne savez pas comment cela a l'effet sur les Africains. Et que les Africains applaudissent. Et que les présidents, ils le savent, qu'il y a une pression sur eux. Je peux vous dire que le Liptako Gourma a été mis en place aussi parce que les Africains, nous tous qui parlons ici, nous avons dit qu'il faut qu'il aille rapidement. Vous avez vu que il y a de cela moins d'une semaine, le Premier ministre du Burkina Faso, sous l'ordre de son président, Ibrahim Traoré, a relancé le projet de création de l'État fédéral d'Afrique. Parce que chaque fois, nous leur disons que c'est ça. Nous sommes partis, nous avons rencontré notre président là-bas, IB. Nous lui avons parlé de ça. Nous lui avons dit qu'il faut mettre en place. Nous lui avons expliqué pourquoi il faut mettre en place. Nous lui avons expliqué pourquoi il faut changer le programme médical. Et il était très attentif. Il le savait même avant nous. Mais nous sommes venus, quand on était partis à Ouagadougou, nous l'avons dit ça. Et nous n'arrêtons jamais de le dire. Il ne faut pas que vous, président, ayez peur parce qu'ils disent que, maintenant on a l'information, ils disent que les États africains essaient de pouvoir, comment on appelle, renforcer leur intégration. N'ayez pas peur, parce que c'est nous qu'on attaque là, nous tous. C'est le moment maintenant d'enfoncer enfoncer le clou, enfoncer le point pour pouvoir s'en sortir. Si vous dites, ah, maintenant vous avez vu, ces panafricains nous poussent à faire ça, alors que maintenant les Occidentaux ne veulent pas, nous allons arrêter, ça vous faites erreur. Ça, c'est ce qu'on appelle tentative d'intimidation. Ils sont en train d'intimider pour que ça n'aille pas lui. Ils ne pourront rien faire parce que non seulement nous ne sommes pas seuls, toute la population africaine, les 1 milliard, quasiment 1 milliard, ils nous écoutent. Ils sont derrière nous. Ils sont derrière vous. Et en plus de ça, vous avez la Russie qui ne rêve que d'un État puissant africain. Même si les Russes, ils vous le disent. Prenez par exemple le cas des centrales nucléaires. Vous savez que c'est la Russie qui a commencé à parler de ça depuis. La Russie a commencé à dire, Poutine avait dit, avant même que la guerre ne démarre en Ukraine, il dit que la Russie est disposée à aider tous les États africains qui veulent disposer de leurs centrales nucléaires civiles.
Mais aucun État africain à cette époque-là ne bougeait pour aller le voir. Aucun, parce que, je ne sais pas à dire, c'est maintenant que les gens se réveillent. Centrafrique, ils sont passés, ils ont dit, voilà, vous devez avoir des mini-centrales nucléaires. Le Burkina est parti, il a signé. Le Mali a signé. Mais imaginez-vous si ils avaient déjà créé l'État fédéral. On n'allait pas avoir des petits. On allait faire des grands projets. Imaginez si on avait créé ça, leur menace là. On n'aurait pas seulement l'armée centrafricaine privée. Imaginez. Si on crée maintenant l'État fédéral, mais on fait sauter l'embargo sur les armes, parce que la RCA, la République centrafricaine disparaît automatiquement. Le Mali disparaît automatiquement. Le Niger disparaît automatiquement. C'est un nouvel État qui est né. Est-ce que ils vont dire maintenant, puisqu'on avait mis l'embargo sur cette partie, on va continuer à mettre l'embargo. Est-ce que vous pensez qu'ils vont dire ça? En fait, pour sauter l'embargo, on n'aura qu'un ministre des Affaires étrangères. On aura un ministre des Finances. On aura un président. On va réduire déjà les dépenses, comme on appelle, les dépenses gouvernementales. On va déjà réduire. On va optimiser. Et l'armée, on aura une armée en nombre qui va être puissant parce qu'il y aura le Mali, le Niger, Centrafrique, le Burkina Faso. Tout ça fusionné constitue une armée. On aura un budget colossal parce que finalement, ce sera le budget qu'on va additionner. Mali, Burkina, Niger, Centrafrique. La RCA qui peine, qui commence à avoir des difficultés parce qu'on lui met les bâtons dans le roue à payer, à honorer ses engagements, qui commence à arriver, eh bien, la RCA va ne plus avoir ces problèmes-là. Parce que le budget que le Mali a, quand on va additionner les budgets là, mais c'est l'État fédéral qui va payer les fonctionnaires. Et on aura toutes ces compétences-là, les ingénieurs qui sont en Centrafrique, au Mali, tout ça, on les met tous ensemble, des sociétés privées. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Là, je cite comme ça rapidement quelques éléments, mais l'avantage qu'il y a une union, on s'agrandit, c'est-à-dire qu'avec, si je traduis mot à mot, avec un seul doigt, vous ne pouvez pas attraper une poudre dans votre cheveu. Il faut au moins deux. Ouais, même trois, même deux, ça ne va pas. Mais Mabako, c'est si. Toi, Dera, vous le savez ça, non? Assimi Goïta, vous le savez, parce que ces adages africains sont dans toutes les langues, quasiment toutes les langues africaines, ou plus ou moins l'équivalent. Ibrahim Traoré, vous savez ça, l'union fait la force. Mamadou Doumbouya, vous le savez ça. Et celui du Gabon, comme on a entendu que maintenant, ils sont en train de préparer un coup contre lui. Nous, on vous dit, chère excellence, nouveau président du Gabon, vous avez intérêt à à mettre du côté panafricain tout de suite, à demander aussi, parce qu'il n'y a plus de temps à perdre. Dévoilez-vous directement, dites, l'armée française part. Nous, on va être tous derrière vous. On va mobiliser la population gabonaise. D'abord, les panafricains, les panélistes, les panafricains, tous, les leaders sont prêts à débarquer au Gabon. Faites seulement si nous allons là-bas pour pouvoir motiver la population, parce que cette population a été martyrisée. Cette population a été dominée, esclavagisée, de façon à ce que cette population puisse croire à la France. Et nous allons essayer d'aider nos frères et sœurs du Gabon à sortir de cet esclavage mental dans lequel on les a placés. Nous sommes prêts à aller, président du Gabon. Nous sommes prêts à vous soutenir à seule condition. Vous suivez ce que nous disons ici. Vous les appliquez. Président du Tchad, nous sommes prêts à vous défendre. Vous avez vu, on avait dit ici, on avait appelé ici, contre le Tchad, on a dit que si le Tchad décide de faire installer l'armée française, augmenter le nombre là-bas, il met les autres pays en danger. Parce qu'aujourd'hui, là, et je sors par là, si la Suisse ou la Belgique décident d'autoriser l'armée russe de venir installer une base militaire ici en Suisse ou en Belgique ou dans un pays Luxembourg, je vous assure que tous les États africains et européens vont déclarer la guerre à la Suisse. Je répète, si la Suisse décide d'autoriser les Russes de venir installer une base militaire ici, les États-Unis, tous ils vont déclarer la guerre à la Suisse. Cela veut dire quoi? Si un État africain décide d'autoriser nos ennemis, qui sont les Occidentaux, d'amener une base militaire, tous les autres États ont le droit pour leur protection de l'attaquer. On l'avait dit ici. Je pense que lui, il a écouté. Le président du Tchad a écouté quand on a dit le Cameroun a le droit, le Centrafrique a le droit, que si jamais il augmente l'effectif, ils ont le droit d'attaquer le Tchad
parce que ça met en danger leur sécurité. Et nous nous disons merci parce je crois qu'il a écouté quand ils ont fait un communiqué, je pense après, pour dire qu'ils ne font qu'ouvrir un corridor pour l'armée française. Mais pourquoi l'armée française doit passer par le Tchad? Pourquoi il n'est pas passé par l'Algérie? L'Algérie aurait été le chemin le plus sécurisé parce que les Algériens ne vont jamais les laisser. Ils n'auront même pas le droit de regarder à gauche, à droite. Ils auraient le droit directement de sortir, d'aller jusqu'au port d'Alger, d'embarquer sur leur bateau et de partir. Pourquoi est-ce que, quand vous regardez le trajet, pourquoi ils doivent passer par le Tchad, sortir par le Cameroun pour remonter? Pourquoi ils n'ont pas passé? On n'a jamais parlé d'Algérie là-dedans. On aurait dû ouvrir un corridor à l'armée française, pour leur équipement en particulier, de passer par l'Algérie, sortir par l'Algérie, et les Algériens ne vont pas les laisser et partir. Vous voyez que ce chemin qu'on a ouvert là, ça amène toujours le doute. Donc, craignez-nous les États-Unis d'Afrique, l'État fédéral d'Afrique maintenant. Président Touadéra, président Assimi, président Ibrahim Traoré, président Mamadou Doumbouya, on vous appelle, président du Gabon, hein? Président du Gabon et président Abdourahmane Tiani, président Patrias Poubia. Nous appelons tout ce qu'il veut rejoindre. Nous allons appeler et nous allons le réaliser. Nous allons le réaliser. Et nous allons le réaliser le plus rapidement possible. Et sans condition sur un pays pour dire, toi, ton PIB est moins, il faut que tu fasses un ajustement. Nous ne voulons pas de conditions. Nous avons tous des ressources sous nos sols. Nous n'en avons pas assez. RCA, on a, le Gabon, on a, le Mali, on a. Donc, on n'a pas besoin de dire, on pose une condition à quelqu'un. Non. On est le peuple, on met tout ensemble, on met un président et on y va pour l'avenir, l'honneur de l'Afrique. Merci. Voilà, merci à vous, Tallo. Alors, pour sortir de ce sujet, Dr Sango, l'objectif, selon bien sûr Moscou, ou du moins son service de renseignement extérieur, serait notamment pour ce bloc occidental de restaurer un monde unipolaire, au détriment bien sûr de ce monde multipolaire qui se dessine aujourd'hui. Oui, il faut combattre radicalement le monde unipolaire parce que ce monde-là est un mal absolu. Ce monde est un handicap à l'opérationnalisation et la matérialisation du bien-être des peuples. Parce que ce qui permet au monde unipolaire de fonctionner, c'est le fait de tenir. Il faudrait que certains pays soient tenus indépendamment. Il faudrait que certains pays soient tenus du point de vue de la souveraineté. Il faudrait que certains pays soient encore sous le joug de la domination pour que le monde unipolaire fonctionne. Or, une telle posture, un tel système ne peut pas être salué. Donc, l'objectif donc maximaliste d'un pays comme la Russie, toute la politique étrangère d'un pays comme la Russie, juste après la dislocation de l'URSS, c'est de travailler pour qu'il y ait du moins restauration de l'URSS ou alors matérialisation et d'un monde multipolaire qui permettra à tous les peuples du monde de jouir, n'est-ce pas, du bien-être de leur richesse. Or, un tel projet ne peut se réaliser que si les peuples qui sont aujourd'hui tenus par les puissances occidentales à travers le monde, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Asie, mais fondamentalement en Afrique, deviennent indépendants. C'est pour cela que je dis souvent dans mes analyses que si les intérêts entre les États ne peuvent jamais se ressembler sur le plan international, il arrive souvent que ces intérêts-là, n'est-ce pas, se rapprochent à un certain moment donné de l'histoire. On voit donc aujourd'hui que l'intérêt d'un pays comme la Russie, qui est l'avènement d'un monde multipolaire, coïncide davantage avec l'intérêt de l'Afrique, qui est, n'est-ce pas, celui de sa souveraineté, celui de son indépendance. Pour sortir, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, il y a un principe très bien connu en théorie de sécurité, M. Nguéné, qui dit que qui veut la paix prépare la guerre. La paix n'est pas quelque chose qui naît ex nihilo. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut parachuter. La paix est une construction. On construit la paix à partir d'un certain nombre d'actions et de stratégies. Et ces actions-là ne sont rien d'autre que
les stratégies de prévention des guerres que vous mettez dans votre pays qui permettent donc à dissuader l'adversaire ou alors l'ennemi qui peut à un certain moment donné émettre des ambitions de vous déstabiliser. C'est comme ça qu'on crée et qu'on installe la paix à travers le monde. Et lorsque vous voyez aujourd'hui les relations internationales, vous allez vous rendre bel et bien compte que c'est comme ça que l'Occident travaille pour être en paix en Europe aujourd'hui. L'Occident anticipe et crée des zones de conflit hors de l'Occident. Toutes les zones de conflit que vous voyez aujourd'hui dans le monde, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie et même en Amérique latine, ce sont des constructions fondamentalement créées par l'Occident qui n'ont qu'un seul objectif fondamental, prévenir la guerre à l'intérieur de l'Europe. Donc, l'Occident aujourd'hui n'est pas partout dans le monde pour rien. Cet Occident travaille dans tous ces coins du monde pour que la guerre ou alors la paix en Europe puisse s'inscrire dans la dynamique du temps long. C'est ce que les pays africains devraient faire aujourd'hui. Il faudrait que les pays africains aujourd'hui sortent de ce carcan qui consiste à penser que un État, c'est un territoire, une population, un gouvernement seulement. Non! Cette définition classique qui a toujours caractérisé les peuples africains sur la terminologie de l'État doit, n'est-ce pas, être repensée et n'est-ce pas, évoluer pour que on l'adapte à une nouvelle définition de l'État qui fait donc que l'État puisse se définir en termes de puissance, en termes, n'est-ce pas, ici, d'ambition. Donc aujourd'hui, il faudrait donc que les États africains aient le courage. Le courage d'oser. Le courage, n'est-ce pas, de demander des grandes choses dans le concert des nations. Regardez par exemple, en un an, il n'a même pas encore fait 2 ans au pouvoir. Traoré, vous voyez ce qu'il a demandé. Vous voyez l'action qu'il est en train de poser. Ça veut dire que quoi? On n'a pas toujours besoin de la dynamique du temps pour nous libérer, pour devenir indépendants. Parce qu'il y a certains discours qui prolifèrent dans les plateaux de télévision qui consistent à dire que l'Afrique n'a que 60 ans d'indépendance. Et qu'en 60 ans, on ne peut pas avoir ce que l'Europe a eu peut-être en 1 siècle ou en 2 siècles. C'est un argument qu'il faut réfuter rapidement parce que la dynamique du temps long n'est pas un élément de développement. Si tel était le cas, n'est pas un indicateur de développement. Si tel était le cas, Haïti aujourd'hui serait un État développé. Haïti a eu son indépendance dans les années 1800. Mais aujourd'hui, Haïti est toujours dans le sous-développement, dans la misère, dans la pauvreté. Cela montre que le temps n'est pas un indicateur de développement. On peut se développer en 1 semaine, comme on peut demeurer dans la misère en 1000 ans, en 10 000 ans, et ainsi de suite. Donc, il est important aujourd'hui d'intégrer un type de discours dans les analyses internationales pour que les pays africains se conforment à la réelle politique. Les pays africains se conforment à la pragmatique. Ils ne doivent plus rester dans le sens, n'est-ce pas, des discours tels que indiqués par les Occidentaux. Nous sommes indépendants et il faudrait que cette indépendance-là cesse d'être un slogan pour devenir un véritable leitmotiv qui permettra aux pays africains de se développer économiquement. Et l'indépendance, ce qui, n'est-ce pas, l'a fait vivre, ce qui l'a fait fonctionner, c'est les actions. C'est à travers les actions que vous posez sur le terrain que les autres comprennent que vous êtes indépendant. Donc, l'exemple de Traoré doit être suivi. On a besoin aujourd'hui des centrales nucléaires en Afrique. On a besoin aujourd'hui d'une véritable industrialisation en Afrique.
On a besoin aujourd'hui d'une liberté de diversification des partenariats en Afrique. On a besoin aujourd'hui de parler nos langues nationales. En Afrique, on a aujourd'hui besoin de définir notre monnaie. Tout cela sont des indicateurs de souveraineté. Donc, les pays africains aujourd'hui qui ne vont pas s'inscrire dans cette dynamique vont tout simplement se voir mis de côté parce que le vent panafricaniste qui est en train de souffler a pour véritable cible ces endocolons qui ne semblent rien comprendre de l'évolution du monde. Que faut-il d'ailleurs attendre de ces informations du monde, ce funeste plan de déstabilisation porté par le bloc occidental, mais surtout mis au grand jour, révélé au grand jour par le service russe des renseignements extérieurs. Vous également, vous avez la possibilité de pouvoir réagir sur l'une des thématiques de ce matin, si ce n'est sur les deux. D'ailleurs, vous avez cette possibilité ce matin, comme d'ailleurs tous les matins sur les antennes de For You Media Africa. Le premier à réagir ce matin est Monsieur Sidi. Vous nous appelez depuis le Bénin. Bonjour à vous, Monsieur Sidi. Bonjour For You Television, bonjour à tous les milliards de téléspectateurs de For You, bonjour à toi mon cher Nguéné, merci, toujours debout et prêt pour servir la cause panafricaniste. Je ne saurais passer sans saluer avec déférence et beaucoup de respect le docteur Sango, panafricaniste convaincu et excellent débatteur. Lorsque j'ai fini de dire ça, permettez-moi de savourer la victoire de l'équipe de rugby sud-africaine sur la France. Ce sont les victoires comme ça qui nous font grossir et qui font que nous avons espoir sur les luttes que nous sommes en train de mener. Mon frère Nguéné, lorsqu'il s'agit de la France et des Occidentaux, moi je n'ai jamais attendu quelque chose de bien. Mais la déstabilisation de la RCA et du Mali n'est pas chose facile. Parce qu'aujourd'hui, nous avons repris nos renseignements de leurs mains. Ils ne sont plus renseignés sur nous. C'est nous qui sommes renseignés maintenant sur eux. À moins geste, le partenaire fiable russe nous informe sur leur position et sur leur positionnement. Voilà pourquoi Abdoulaye Diop a été très clair et très ferme sur la question qu'on appelle du Kidal. Il n'aura aucune prorogation, il n'aura rien. Les terroristes qui sont en train de cacher au niveau des postes avancés de Kidal seront découverts avec eux ensemble. Soit ils leur mettent un treillis français et quittent le territoire malien ensemble, soit ils nous livrent les terroristes là et on les tue un à un. Voilà, c'est de ça il est question. Aujourd'hui, la déstabilisation du peuple malien, qu'on appelle des autorités maliennes, ce n'est même plus à l'ordre du jour, puisque le Mali c'est un État mûr. La colonisation quelques petits soucis de liaison. Aujourd'hui, là où nous sommes où nous sommes arrivés, c'est vraiment très sérieux. Ce qui est même intéressant dans cette affaire, c'est que quel que soit celui qui vont mettre là, quel que soit celui qui vont mettre au niveau du Mali, ils ne pourront même pas le mettre sur place. Sauf s'il va s'installer seulement à Bamako et occuper seulement le siège, même l'économie, il ne pourra rien avancer, même les militaires ils ne peuvent même pas commander. Donc les peuples africains sont mûrs, très mûrs et décidés pour finir avec ces impérialistes, ces colons. Lorsque j'ai fini de dire ça, permettez-moi d'aller commenter, la situation de la déstabilisation du Gaza. Parce que ce problème que nous sommes en train de voir, ça va créer pratiquement une guerre mondiale. L'Ukraine sera trop petite. La guerre en Ukraine sera trop petite comparativement à la situation gazaoui actuelle. Puisque les monarchies du Golfe, les Arabes ne sont pas patients comme nous les Africains, où nous sommes patients, humains et compréhensibles. L'Arabe, lorsqu'il commence, il finit. L'Arabe n'a pas de patience. Ce qu'ils sont en train de courir, attaquer aujourd'hui la bande de Gaza, c'est se livrer
à eux-mêmes et faire disparaître l'Israël. Puisque l'Iran a décidé, l'Arabie Saoudite est en train de faire qu'on appelle son petit plan avec un concubinage avec l'Iran et le Qatar. Et d'ici peu de temps, nous allons y arriver. Et cela va même encourager les Africains à lutter. Du peuple palestinien qui a aussi le droit de vivre et qui mérite aussi de vivre. C'est Dieu qui est fort. Nous gagnerons ce combat, Inch'Allah. Merci à vous, Monsieur Sidi. Vous avez commenté ce matin l'actualité du côté du Proche-Orient avec notamment la visite annoncée du président américain Joe Biden aux côtés de Tel Aviv. On n'est pas du tout surpris au regard notamment de cette information de la Maison-Blanche. Vous avez également évoqué la victoire de l'Afrique du Sud lors de ce mondial de rugby. C'était très serré, 29-28. Mais ils l'ont fait, les champions du monde en titre sud-africains, les Springboks, en éliminant bien sûr le pays organisateur qui est la France. On reste au standard ou alors on poursuit sur l'échange avec notamment la deuxième thématique de ce matin. On reste au standard pour prendre nos téléspectateurs avant de prendre bien sûr la deuxième thématique de ce matin. Allô, bonjour à vous, bonjour, bienvenue. Mon frère. Bonjour mon frère Nguéné. Bonjour, merci. Bonjour docteur Sango, c'est Mohamed de Londres. Je salue Talo, que j'ai la chance de saluer aujourd'hui en live. Je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait. Je le supporte surtout et sa vision pour la fédération des États africains. Je le supporte qu'il continue dans sa lancée et il y a des gens derrière lui qui le supportent. Du courage mon frère. Notre lutte paiera un jour, même si nous ne sommes pas là. Et le thème de ce matin, en ce qui concerne la déstabilisation des États africains, pourquoi les États africains ne pensent pas à la réciprocité? Oui, les États africains ne pensent pas à la réciprocité parce qu'ils ne sont pas assez forts. S'ils étaient, regardez quand le Niger a été supporté par le Burkina et le Mali. Vous avez vu comment la France était obligée de ravaler ses vomissures. Ils étaient obligés de replier. Ils étaient obligés de revoir à la baisse leurs ambitions. Leurs ambitions étaient devenues trop grandes pour leurs prétentions. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire par là, Dr Sango l'a développé tout à l'heure en disant que il faut l'équilibre de la terreur dans la réciprocité. Il faut que les États africains commencent aussi par penser à comment déstabiliser les États européens. Oui, la France est facile à déstabiliser. Il y a le problème Corse là. On n'a qu'à financer les Corses. Que les États africains commencent par financer les Corses et leur donner des armes. Et on verra bien ce qui adviendra de la France. On n'a qu'à commencer par déstabiliser les multinationales qui sont en Afrique, les renvoyer chez eux. On n'a qu'à commencer par boycotter les multinationales françaises en Afrique. Que personne n'achète plus Castel. On n'a qu'à couler Castel. On n'a qu'à couler tout le business en Afrique. Et on verra bien ce que la France fera. Les Africains ont la puissance, c'est-à-dire nous avons les fils de leur faiblesse dans la main. Mais nous refusons de tirer dessus. C'est ce qui fait que la France pense que la France est une puissance. La France n'est pas une puissance. La France est un État faible. La France n'a rien. La France n'est rien. Quand les gens parlent de puissance, quelle est la puissance que la France a? Quelle puissance? En quoi est-ce que la France constitue-t-elle une puissance? Que les gens me démontrent cela. Un jour, tout le temps, la France a été cooptée. Parce que les gens savent qu'ils sont pernicieux et mesquins. Ils sont méchants. C'est pourquoi les gens les ont toujours cooptés partout. La France n'a aucune puissance. Que les gens cessent de parler de la France puissance. La France n'a aucune puissance. For You Media et notre view of the world. Merci, bonne continuation des programmes. Merci à vous, Mohamed de Londres, qui nous appelait d'ailleurs ce matin afin de partager son point de vue sur les différentes thématiques de ce matin. Est-ce qu'on reste au standard? Allô, bonjour à vous, bienvenue, très cher monsieur. Allô? Oui, on vous appelle comment, monsieur? Oui, bonjour, monsieur. Je vous appelle depuis Togo. Bonjour, monsieur. Je m'appelle monsieur Abomogui Folemagloire. Oui. Bienvenue à vous, monsieur Magloire. Vous êtes à l'antenne. Oui, je suis très fier de vos débats.
Mais le problème, c'est que vous ne mettez jamais les thématiques sur le Cameroun, mon pays. Voilà un pays qui est dirigé par un homme depuis 40 ans, plus de 45 ans. Hein? Il a pris le pouvoir quand moi j'avais 7 ans. Aujourd'hui, j'en ai 48. La même personne est toujours là. Mais jamais vous ne dirigez les débats sur ce qui vous concerne, notre pays, le Cameroun. Hein? Avec des gens qui meurent par-ci, par-là. Un gouvernement qui fait boire à sa population du soleil et fait manger à sa population des pierres. Je puis vous assurer, monsieur, d'ailleurs, Hein? si vous suivez très bien tous les programmes, ou du moins toutes les émissions de For You Media Africa, c'est pas pour contredire ce que vous dites, mais si vous suivez très bien les thématiques et vous suivez très bien toutes les émissions, parce qu'il y en a énormément sur les antennes de For You Media, on essaie de varier en parlant de l'Afrique de façon générale. Je pense que si vous avez l'occasion de suivre en mettant l'accent sur le Cameroun, mon pays. Je dis, si vous avez l'occasion de suivre toutes nos émissions, vous verrez qu'on parle de toute l'Afrique. Parce que For You Media Africa, c'est pas un média camerounais, mais c'est un média africain. On parle de tout le continent africain. Donc, faites un tour, très cher monsieur, sur toutes nos différentes plateformes. Suivez toutes les émissions. Il y en a énormément. Tous les jours sur For You Media Africa. Et vous saurez bel et bien que nous ne sommes pas un média camerounais, nous sommes un média africain. D'accord, merci beaucoup. Je vous encourage pour tout ce que vous faites. Voilà. Vos panélistes, ils sont très brillants. Voilà. C'est nous. Faites des grandes thématiques sur le Cameroun. Ouais, merci. Merci beaucoup et bonne journée. Merci également à vous, très cher monsieur. Vous nous suivez depuis le Togo. C'est toujours un plaisir de prendre les nouvelles de Lomé, le pays, bien sûr, du président Faure Gnassingbé. Merci à vous pour toutes vos contributions, je pense. Il faudrait le rappeler, bien évidemment, pour que tous les téléspectateurs soient situés, ou du moins tous les auditeurs. For You Media Africa n'est pas qu'un média camerounais, mais c'est un média de l'Afrique. On parle de toutes les thématiques possibles, ceci bien sûr par le biais de toutes les émissions qui sont organisées au quotidien. On fait quoi? On reste au standard ou alors on poursuit avec notamment la deuxième thématique relative à la volte-face des États-Unis du côté du Niger. On revient sur le plateau avec vous, notamment Dr Sango, encore peut-être 15 minutes à passer ensemble, mais aujourd'hui plus que jamais la présence militaire américaine est remise en cause du côté du Niger. Il y a eu bien sûr cette sortie du département d'État américain la semaine dernière, une sortie qui contraste étrangement avec la position qu'avait jusqu'ici adoptée Washington au soir du 26 juillet 2023, une présence qui laisse certes indifférentes les nouvelles autorités en place, mais c'est une sortie qui nous parle aujourd'hui au regard notamment des énormes enjeux militaires du côté notamment du Sahel, le Niger qui était, du moins qui est jusqu'ici, le principal allié américain du côté du Sahel en matière bien sûr de sécurité. Ce partenaire-là pourrait éventuellement, Dr Sango, tourner le dos aux États-Unis au regard de la position, du moins de la posture qu'adopte Washington, qui refuse, ou du moins qui s'est rangé derrière bien sûr ceux aujourd'hui qui remettent en cause le mouvement de révolution de ce côté. Écoutez, parce que les relations internationales ne seraient jamais statiques, mais dynamiques, oui. Parce que les sociétés seront toujours appelées à évoluer, on aura toujours les volte-face oui. Dans les partenariats. Les volte-face, on les aura toujours dans les relations internationales. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec les États-Unis et le Niger, oui. Ça ne devrait pas surprendre du point de vue technique et politologique. Parce que aujourd'hui, on se rend bel et bien compte que les États-Unis ils sont en train de jouer à cette baguette-là, oui. Sont en train de montrer leur véritable face aujourd'hui en fonction de leurs intérêts, mais aussi et surtout oui. De l'évolution de leur État et de leur peuple. Donc, pour moi, j'étais tellement
Je m'attendais à ce que, à partir du moment où le Niger a demandé le départ de la France de son territoire, que les puissances militaires américaines également soient dans cette logique-là. Donc, les puissances américaines et les puissances françaises sont deux entités qui travaillent généralement ensemble dans le continent africain. On ne peut pas les dissocier parce que les objectifs sont les mêmes. Parce que leurs méthodes d'opération sont les mêmes, sont généralement connues. Donc aujourd'hui, le peuple nigérien, pour ma part, doit accentuer et demander le départ des forces américaines. Parce que c'est ce que nous disons ici dans le cadre du discours panafricaniste. Nous ne voulons plus des présences militaires étrangères sur le sol africain. Non, nous ne les voulons plus, quelle que soit la nationalité. Nous ne les voulons plus sur les sols africains. Donc aujourd'hui, moi je pense que après le départ de la France, après la demande du départ actée par les autorités nigériennes de l'ambassadrice des Nations Unies du côté du Niger, il est aujourd'hui important que pour que ce peuple-là demeure cohérent dans sa bataille de libération, qu'il demande aussi le départ des bases militaires américaines sur leur sol. Parce que si ces bases militaires américaines restent au Niger alors qu'on a demandé le départ de celles françaises et même onusiennes, ce serait, n'est-ce pas, un combat inachevé. Un combat inachevé parce que ces bases militaires américaines pourront, en concubinage avec les méthodes de déstabilisation de la France, travailler pour que la dynamique de révolution, de libération, la dynamique souverainiste qui a été amorcé par Tiani, son peuple et son gouvernement, soit brisé pour réinstaurer cette fois-ci une nouvelle dynamique qui fera en sorte que ce peuple-là soit, n'est-ce pas, tenu sous leur joug, tenu sous leur domination. Donc il est important aujourd'hui que les autorités nigériennes demandent leur départ. Elles ne vont pas mourir. Le Niger ne va pas mourir aujourd'hui si les bases militaires ne sont pas dans leur sol. Au contraire, ce serait, n'est-ce pas, un bouclier, n'est-ce pas, de soulagement pour ce peuple-là qui pourra cette fois-ci prendre sa défense, sa défense lui-même. Parce que la défense, monsieur Nguéné, ce qu'on ne le dit pas souvent, c'est que il y a souvent ce qu'on appelle les éléments régaliens d'un État. Lorsqu'un État travaille, lorsqu'un État est mis sur pied, il y a souvent des domaines sur lesquels cet État-là ne peut jamais sous-traiter. Parmi ces domaines-là, nous avons la défense, nous avons la monnaie, nous avons la politique étrangère, entre autres. Donc aujourd'hui, il faudrait que les pays africains se réapproprient ces domaines de souveraineté pour que, à terme, les puissances occidentales ne puissent plus leur déstabiliser. Parce que c'est généralement en passant par ces domaines de souveraineté dans la sous-traitance que ces puissances occidentales utilisent et déstabilisent les puissances africaines. Donc pour ma part, aujourd'hui, je pense que ce volte-face-là était présent et prévisible, compte tenu non seulement de l'évolution, n'est-ce pas, des intérêts des peuples sur le plan local, mais aussi et surtout sur le plan international, mais aussi et surtout compte tenu, n'est-ce pas, de la situation de leurs alliés français qui a été, n'est-ce pas, ici mis en difficulté. Donc, pour ne plus s'embarrasser, pour ne plus être dans le doute, pour ne plus être dans l'inquiétude, il faudrait que ce peuple nigérien demande le départ des puissances, même si c'est une information américaine. Même si c'est un non-événement pratiquement du côté de Niamey aujourd'hui, de se dire que Washington fait volte-face après avoir peut-être, on va pas dire adoubé, mais après avoir refusé de s'aligner et de condamner dans un premier temps le mouvement de révolution. Derrière, on revient dans un timing un peu délicat. 2 mois après, on se dit oui, cette fois on condamne, on reconnaît que c'est un coup d'État selon les règles qui régissent bien sûr nos rapports avec d'autres États. Oui, ce volte-face-là, il faut l'analyser en fonction des intérêts. Ce volte-face-là, c'est un volte-face qui montre même en réalité que ce partenaire-là, américain, n'est pas un partenaire sincère. Donc c'est un volte-face qui
peut maintenant montrer aux autorités nigériennes qu'en réalité, elles ne peuvent pas compter à long terme à ce partenaire-là. À ce partenaire-là qui fait le chantage aujourd'hui avec sa politique, par exemple, d'aide publique au développement. Tantôt elle coupe, tantôt elle restaure, etc. Donc, moi je pense que pour être à l'aise sur le plan de la gouvernementalité, il serait important de se débarrasser de cet obstacle-là. Parce que moi, je considère ce partenaire-là comme un obstacle. Parce que, quel que soit ce que les États-Unis apportent aujourd'hui à un État comme le Niger, lorsque vous comparez ou alors lorsque vous mettez ça sur une sorte de balance, vous allez vous rendre compte que il y a plus des actions dangereuses que de bonnes actions. Parce que l'analyse démontre aujourd'hui que dans un contexte où les pays africains sont en train de demander ou ont besoin de l'indépendance et de la souveraineté, les actions de partenariat des pays comme les États-Unis et la France et les puissances occidentales ne sont pas des actions à même de permettre que ces pays africains obtiennent leur indépendance et leur souveraineté. Donc, il serait important de couper tous ces liens de colonialité, tous ces liens de domination, tous ces liens, n'est-ce pas, d'impérialisme et de spoliation économique que ces puissances occidentales orchestrent quotidiennement pour tenir l'Afrique. Voilà. Peut-être, avant de sortir de l'émission, Dr Sango, un mot de fin sur la visite annoncée ce jour du président américain. Bon, pas ce jour, mais demain, plutôt demain mercredi, la visite annoncée du président américain Joe Biden du côté d'Israël. C'est vrai que jusqu'ici, on s'activait pourtant du côté de Washington en disant vouloir trouver une solution pacifique, en disant vouloir parler, discuter, dialoguer pratiquement avec toutes les parties de ce côté, que ce soit avec les Palestiniens ou encore Israéliens, mais surtout avec toute la Ligue arabe. Mais là, le président américain arrive en Israël avec notamment pour objectif de réaffirmer le soutien de Washington à Tel Aviv, dans un contexte d'intensification de l'escalade de ce côté. Ça, c'est une visite qui ne devrait normalement rien arranger aujourd'hui, mais plutôt exacerber encore plus les tensions de ce côté. Oui, je pense que c'est une visite qui vient plutôt enliser les tensions qui sont déjà en cours entre ces deux pays, parce que les États-Unis aujourd'hui, à travers cette visite, sont en train de démontrer que la solution qu'ils sont en train de privilégier pour résoudre ce problème reste la solution de la violence, reste la solution de la guerre. C'est une attitude à regretter, à dénoncer même à la limite, parce que dans une perspective où nous sommes en train de rechercher la paix dans cette sous-région-là, qu'on pense encore que les solutions seraient militaires, les solutions seraient, n'est-ce pas, ici, la force. Donc aujourd'hui, vous comprenez bel et bien que cette visite-là vise tout simplement à soutenir un allié ou alors un partenaire contre un autre, vise tout simplement à militariser ou du moins à mettre à la disposition d'Israël des outils militaires de frappe pour déstabiliser et tuer les populations d'un autre pays qui appartient aussi à l'élément de l'humanité. Donc, c'est à dénoncer, c'est à regretter, c'est à condamner à la limite. Ce que nous pouvons dire tout simplement, c'est quoi? C'est que il faudrait que sur le monde, dans le monde entier aujourd'hui, que les pays aujourd'hui condamnent majoritairement ce que les États-Unis sont en train de faire là. Parce que les États-Unis aujourd'hui semblent être le véritable élément de cause même de cette guerre-là. Les États-Unis aujourd'hui, avec les puissances occidentales, sont des États qui travaillent pour que dans ce côté du monde, qu'il n'y ait jamais la paix. Donc, pour ma part, tout simplement, je vois en cette visite des éléments qui visent tout simplement à enliser et à accentuer la terreur et la guerre sur le terrain au moment où l'humanité est en train de chercher la paix. Et ça corrobore les analyses que nous faisons ici quotidiennement et qui consistent à dire que si le monde a sombré aujourd'hui dans la violence, dans ces cinq coins du monde, c'est parce qu'en réalité, il y a eu
des injustices qui ont été tolérées, il y a eu, n'est-ce pas, le non-respect des traités sur le plan international. Parce que quelle que soit la zone de violence que vous voyez aujourd'hui à travers le monde, lorsque vous analysez du point de vue historique, mais diplomatique aussi, vous allez comprendre qu'en réalité, la cause part d'une injustice, la cause part d'une violation d'un traité international. Que ce soit en Ukraine aujourd'hui, c'est la violation d'un traité international. Que ce soit en Palestine aujourd'hui, en Israël, c'est la violation d'un traité international. Que ce soit même en Afrique aujourd'hui, Mali, Burkina Faso, Niger, partout, vous allez vous rendre compte que c'est le non-respect du droit international. Donc, il faudrait donc que ces pays-là prennent conscience de leur ambition de déstabilisation et qu'ils comprennent qu'en réalité, une domination n'est jamais éternelle. À peu près comme disait un de leurs compatriotes, pour ne pas le citer, Jean-Jacques Rousseau, dans du contrat social qui disait que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. Merci à vous, Dr Sango, pour toutes ces précisions ce matin dans le cadre de cette émission de For You Matin. Merci également à vous, Talo Talo, ingénieur réseau, par ailleurs conseiller panafricain, qui est de retour. On va quand même lui permettre de dire un mot, notamment sur la deuxième thématique, avant peut-être de fermer cette émission. Talo Talo, les États-Unis qui se mettent en position délicate du côté du Niger, avec notamment cette prise de position, mais la suspension de leur programme d'aide, mais surtout le fait pour eux d'avoir conditionné cette aide, bien sûr, au retour à l'ordre constitutionnel, mais surtout à la libération du président déchu Mohamed Bazoum. Quel peut bien être l'avenir de la présence militaire du côté du Niger, la présence militaire américaine? Talo Talo. Ok. Juste un mot sur précédent pour sortir. Oui. Nous entendons qu'il y a des gouvernements, formations de nouveaux gouvernements en cours, par exemple en Centrafrique, peut-être au Mali ou au Burkina, mais surtout en Centrafrique. Nous voulons demander au président Touadéa que nous sommes en guerre. Oui. Et que le nouveau gouvernement qu'il va mettre en place, il faudrait que ça soit vraiment un gouvernement de guerriers. On est en guerre. Et quand on est en guerre, c'est comme dans l'armée, hein, on ne met pas on met ceux-là qui sont des guerriers devant. Ils doivent former un gouvernement de guerriers parce que c'est la guerre. En face de nous, c'est des gens qui ne rigolent pas. Ça, c'est une chose. Aussi, en RCA, on apprend que Total aurait prélevé des taxes pétrolières et que Total aurait refusé de pouvoir reverser à l'État. Et ce que l'État centrafricain aurait trouvé comme solution, ils ont refusé maintenant au niveau de la douane de traiter les entrées-sorties, je sais pas, des trucs de Total. Nous disons que ce n'est pas suffisant. Total est une société dans un pays, un État indépendant souverain. Si Total refuse de reverser les taxes que les Centrafricains ont payées à l'État, ça c'est, je ne sais pas quel terme on utilise en droit, c'est de la séquestration, c'est du vol, et l'État doit le sanctionner sévèrement. D'abord, en allant en justice, puisqu'on parle de pays de droit, on va en justice, mais on va les sanctionner, même on regarde son capital, on va lui demander de payer même plus de la moitié de son capital, quitte à le faire tomber et à créer une société pétrolière gérée par la RCA. Vous imaginez que vous faites ça ici en Occident, vous prélevez les taxes, vous êtes une société, vous prélevez les taxes, et que vous refusez de donner à l'État, mais vous êtes mort. Vous êtes mort. Nous appelons les autorités centrafricaines et africaines en général, ne faut pas permettre ce genre de choses-là. Pour dire, maintenant, on va juste se limiter. Non, il faut les frapper une amende sévère. Plus jamais ils vont recommencer. Donc, voilà. Les deux. Alors, l'équipe de tout à l'heure, je vous laisse remercier aussi tous les internautes, Mohamed, remercier le docteur Sango, remercier tous ceux-là qui sont intervenus. L'équilibre de la terreur, c'est aussi ce que nous avons dit. Mobiliser la population pour que la population, dès qu'il y a quelqu'un de la France ou des États-Unis, il le voit comme un ennemi. Ça c'est la terreur à un niveau élevé. C'est même plus que de venir déstabiliser là-bas à l'intérieur de la France ou des États-Unis. C'est ce qui se passe sur l'équilibre de la terreur. C'est ça que fait au Niger. Notre peuple du Niger le fait. C'est-à-dire que le peuple maintenant, vous êtes français, vous êtes américain, eh bien vous savez que vous n'êtes pas en sécurité là où vous êtes. Et si vous êtes de ces gens-là, même du Niger, et que vous les soutenez, vous n'êtes pas en sécurité. Vous êtes obligé maintenant de pouvoir être du côté du peuple.
C'est ça aussi l'équilibre de la terreur. C'est pour ça qu'on dit mobiliser la population. Mais est-ce que vous ne mobilisez pas la population, président Touadéra et les autres? Mais vous laissez les gens faire. Votre population est endormie. Parlez à la population, sortez les preuves, dites c'est eux qui veulent le faire. Vous allez voir que même le FMI va vous prêter de l'argent. Je ne parle même pas, on dit appui financier. Non, n'utilisez pas les termes appui financier. C'est des prêts. Jamais l'Occident, quand il prête de l'argent, il ne dit pas que c'est des appuis, il dit que c'est des prêts. Il faut que notre peuple sache qu'on ne lui donne pas de l'argent gratuitement. Qu'elle est prête et elle va rembourser. Ça, c'est pour notre dignité et ça, c'est pour notre honneur. Oubliez les mots appui financier, aide financière, aide budgétaire. Ça, c'est des termes qui montrent qu'on est en train de quémander et inconsciemment, la population pense que non. Dites, on va faire des prêts. La population va être digne. Maintenant, par rapport au Proche-Orient, par rapport au Niger, les États-Unis, nous avons dit ici, et nous l'avons répété ici, que quand à l'époque où les États-Unis ont fait le malin de dire, au moment où la France a montré son jeu, puisqu'elle a été demandée de plier bagages, les États-Unis font le malin de dire ils envoient un ambassadeur. Et certains d'entre nous ont pensé que les États-Unis se sont désolidarisés de la France. Nous avons dit ici, moi j'ai dit, les États-Unis ne vont jamais se désolidariser de la France. Ils jouent au malin. C'est fonctionnement des gangs. Le chef va toujours montrer qu'il est plus ou moins propre. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il s'est désolidarisé de ses subalternes. Donc, ils ne vont jamais abandonner les Occidentaux. Ils ont vu maintenant que quoi? Que la Russie s'implique. Et ça dit quand je dis la Russie s'implique, ça veut dire que pas la Russie va prendre une place. La Russie est en train d'aider militairement ces pays, ces États-là, à s'en sortir par eux-mêmes. Et la Russie ne se cache pas. La Russie ne s'est jamais cachée quand il donne, il tend la main. Donc les États-Unis ont vu que après la France, ce sera leur tour. Ça c'est, nous on attendait. Hein. Ça c'est, nous après la France, c'est eux ils doivent partir. Ils sont là-bas, ils ont tous les moyens de voir. La France, je vous avais dit récemment ici que une pilote de ligne, une dame française a dit que quand ils montent en haut, ils voient tout ce qui se passe en bas, avec leur mirage, tout ça là. Et au Tchad, il dit qu'il suivait la frontière entre le Tchad et le Soudan, et le Tchad et la RCA. Ils montent en haut, ils voient tout ce qui se passe, même les mouvements, ils voient et ils bombardent. Mais curieusement, ils montent en haut, là-bas, en plein désert. Là-bas, c'est la savane. Même quasiment, c'est la savane. Frontière, RCA, Tchad, c'est la savane. Donc, les gens peuvent se cacher. Mais en plein désert, où il n'y a pas de forêt, il n'y a rien. L'armée française monte en haut sur le Niger ou sur le Sahel, mais l'armée française devient aveugle. Ils deviennent comme des Ivoiriens. Est-ce que c'est parce que la Côte d'Ivoire est à côté? Enfin, je veux dire que les gens qui ne voient pas, quoi. Mais je ne veux pas dire que les Ivoiriens ne voient pas. Il faut qu'on soit clair. Donc, les États-Unis, vous avez vu que pendant qu'on était en train de chasser la France, de monter une population, chasser la France, les États-Unis avaient demandé la reprise de leur vol, n'est-ce pas? Ils avaient commencé à voler. Combien de terroristes ils ont déclaré qu'ils ont vu? Ils volent pour voir faire quoi finalement? Ils ont dit qu'ils veulent la reprise de leur vol, de leur drone. Mais ils volent pour faire quoi? Ils regardent quoi? Ils cherchent quoi? Et ils ne trouvent pas pourquoi. Quelle est leur utilité là-bas? Il faut qu'ils plient bagage. Ils doivent plier bagage. Puisque même s'ils n'avaient pas déclaré qu'ils vont nous tuer, tout et tout, ils doivent plier bagage. Nous ne voulons plus d'armée sur notre sol, le sol africain. S'ils le veulent, soit on fait la réciprocité. On débarque les armées africaines aux États-Unis. S'ils veulent, on fait la réciprocité. Ils installent base militaire chez nous. Ils autorisent que nous aussi nous installons base militaire aux États-Unis. La France autorise que les Africains installent une base militaire autonome en France, en Europe. Il n'y a que ça qui peut marcher. S'il n'y a pas ça là, vous dégagez. Vous venez aider les gens. Si vous voulez nous aider, donnez les armes, nous allons nous battre. Est-ce que nous sommes là, nous sommes des bras cassés? Nous avons des bras, non? Regardez les jeunes qui vont mourir à la mer. C'est du travail pour eux aussi aujourd'hui. Vous leur dites, oh, on va augmenter l'effectif de l'armée africaine, de l'armée nigérienne, de l'armée du Mali. Vous allez résoudre le problème
ce qu'ils appellent les expatriés. Moi, j'avais dit que nous ne sommes pas des immigrés parce que nous sommes ici pour repartir. Eux, ils sont là-bas pour rester chez nous. C'est eux les immigrés. Ils sont des immigrés parce qu'ils vont chez nous pour rester, pour voler et rester. Voler, amener et rester. Nous venons ici. C'est eux qui nous ont conditionnés pour venir ici. Pourquoi est-ce que je vais venir dans un truc froid comme ça, où il y a le froid partout, alors que là-bas, j'ai les palmiers. Et ils disent que quoi? Ici, ils disent le paradis, c'est là où il y a les palmiers, il y a les cocotiers, non? Donc, pourquoi est-ce que je vais quitter pour venir ici? Donc, s'ils voulaient vraiment nous aider, ils allaient, comme la Russie, nous donner les armes ou nous vendre les armes parce qu'on ne demande même pas. Ça dit qu'on a l'argent pour acheter, comme le Burkina a dit. On achète, ils bloquent. On achète, ils prennent des hélicoptères civils tels que la France. Le Burkina a dit. Ils repeignent ça en couleur militaire. Ils nous vendent 2 jours après, ça tombe en panne. Tout est dit, non? S'ils voulaient vraiment aider l'Afrique à se sécuriser, ils n'ont qu'à nous vendre les armes. Et que nous-mêmes, ces jeunes qui vont mourir là, que ce soit hommes, femmes là, on les prend, on les forme, ils vont assurer, ils vont chasser les terroristes. Mais pourquoi ils disent que c'est eux qui doivent venir? C'est comme si... Et puis après, quand on va là-bas, puisque les jeunes n'ont pas de travail, eh bien ils disent qu'il y a l'immigration. Est-ce que ce n'est pas des gens, c'est des tarés, non? C'est-à-dire c'est des gens, c'est les parents du diable. Ces gens, c'est les parents, c'est eux qui ont mis au monde le diable. Parce que quand vous analysez tout ce qu'ils font, vous dites, mais même le diable là. Pour sortir, M. Talon, nous allons sortir de l'émission. Faire ça. Non, pour sortir. Oui, en 30 secondes. Encore sur la question de la création de l'État fédéral d'Afrique. Touadéra, il va dire ce petit-là, dès qu'il vient ici, c'est mon nom, Touadéra. Oui, c'est ça, vous avez voulu devenir président, non? C'est comme papa, non? Un papa, les enfants, ça, papa, exactement, c'est pareil. Les enfants sont là, papa, maman, nous sommes là. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, on va citer votre nom jusqu'à ce que vous nous créez l'État fédéral. Et les Africains vont vous mettre la pression positive. Parce que ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'on n'entend rien? Pourquoi est-ce qu'on n'entend rien? Au lieu de, quand vous allez à ce sommet-là, on veut des sommets où vous allez vous retrouver, on dit maintenant, on va créer l'État. On ne veut plus de ces choses-là, c'est ma par là, c'est par là. Non, même on veut dépasser le Litako Gourma. On ne veut plus de Litako, on veut une armée avec un ministre de la Défense, un seul. On ne veut pas 4 ministres de la Défense. On veut un seul ministre des Affaires étrangères. On n'en veut pas 4 ou 5. On veut un seul président. On ne veut pas 4 présidents. On veut un seul peuple. Je ne veux plus qu'on m'appelle, il est centrafricain. Que l'autre là-bas est malien. Que l'autre là-bas est burkinabé. Que l'autre là-bas est nigérien. Nous voulons qu'on nous appelle les Africains. C'est-à-dire ceux qui appartiennent à l'État fédéral d'Afrique. Comme on appelle les Américains, ceux qui habitent aux États-Unis d'Amérique. Ou on appelle les Russes, ceux qui habitent à l'État fédéral de la Russie. Nous voulons ça. Et nous le voulons maintenant. Nous ne voulons pas d'attendre 2063 où ce n'est même pas inscrit dans l'agenda de 2063. Ce n'est même pas inscrit là-dedans. Ça veut dire que vous vous foutez de notre gueule. Je parle là de tous les chefs d'État africains qui sont réunis pour mettre en bas ce putain d'agenda. Excusez-moi du terme. Qu'on appelle agenda 2063. Et vous faites miroiter les Africains en pensant qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et rien du tout. Rien ne va se passer en 2063. C'est maintenant que ça se joue. Et c'est maintenant. Nous voulons les États. L'État fédéral d'Afrique, maintenant. Maintenant. Pas demain. Aujourd'hui. Voilà. Merci à vous. Merci aux téléspectateurs et téléspectatrices. Merci à vous. Relayer l'information pour que la population se lève et dire nous voulons l'État fédéral maintenant. Vous de Bambari, vous de Bois, vous de Douala, vous de Yaoundé, vous de Bamako, vous de Ouagadougou, vous qui êtes de Niamey, vous vous levez, vous dites c'est maintenant. Le slogan, l'État fédéral, c'est maintenant. Je veux être appelé africain et non nigérien, et non malien, et non centrafricain, et non burkinabé. Je vais être fier d'être citoyen de l'État fédéral d'Afrique.
Merci à vous. Merci à vous, Talou Talou, ingénieur réseau, conseiller panafricain. Merci également à vous, Dr Sango, politologue internationaliste. C'est d'ailleurs avec ces propos que mettons un terme à cette émission de For You Matin, la deuxième livraison de la semaine édition du 17 octobre 2023. Merci à la grande équipe de la réalisation. Portez-vous bien. Nos programmes se poursuivent sur For You Media Africa.